Merci, Bayovar. Je voudrais, donc, au nom du ministre de l'Éducation nationale, M. Mouroutala, féliciter donc Sud FM qui a eu l'initiative, que c'est la 3e fois, d'organiser ce forum que j'appelle forum de construction, puisque nous sommes venus pour construire, après avoir fait le diagnostic que nous tous nous connaissons, et porter à l'attention de l'autorité les recommandations issues de ce forum. Donc nous sommes venus pour construire, et merci, parce que c'est la première fois que j'assiste à un format pareil qui est extrêmement important, puisque cela nous permet directement, après avoir été interpellé, de répondre aux problématiques posées et par les parents d'élèves, et par les enseignants, et par l'administration des écoles. Je voudrais saluer d'abord Madame la Proviseure, que j'encourage, que je félicite, pour avoir aussi accepté donc, de nous abriter pendant 2 heures de temps, avec une opération très périlleuse, c'est pas donné. Saluer également les secrétaires généraux de syndicats ici présents, M. Abdoulaye Doy, M. secrétaire général, merci. M. Sauroussen, secrétaire général du SAEMS, avec qui nous étions pendant le week-end. Je vois aussi M. Damdoy, que je salue également, et les représentants d'autres syndicats. Saluer mon ami Cheikh Mbou de la COSIDEP, donc, qui est partenaire de ce forum. Oui, Damboj, c'est ça que j'ai dit, non? Non, c'est Damboj. Vous connaissez bien Dame. Depuis Guédiawaye. Donc, saluer les parents d'élèves ici présents, saluer les élèves, chers élèves. Donc, bonne note et prise de vos questions. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je pense que je vais dire ce que nous avons fait, et à travers ce que nous avons fait, vous constaterez de vous-même donc la réponse à certaines de vos préoccupations. Le ministre Mouroutala, qui est là depuis quelques mois, donc a 5 priorités principalement. La première, c'est promouvoir un climat social apaisé. Je pense que nous sommes en train de changer le type de relation que nous avions avec les partenaires, donc aujourd'hui représentés par le G7. Puisque pendant 4 années successives, nous avons été dans une situation de conflit, de heurts avec des partenaires. Donc, nous avons compris que si nous voulons nous occuper des questions d'accès, des questions de qualité, des questions d'équité, il nous faut nécessairement nous accélérer donc la prise en charge effective donc des revendications des enseignants, mais également rétablir un climat de confiance entre l'administration de l'école et les partenaires syndicaux. C'est extrêmement important. Le jour où l'école sera totalement apaisée, nous pourrons donc tous ensemble nous consacrer à régler les vrais problèmes. Sa deuxième priorité, c'est renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif. L'efficacité, c'est donc les résultats ou rapport entre le temps d'exécution et donc l'atteinte des objectifs. L'efficience, c'est le rapport entre coût et résultat. Donc nous voulons mettre moins de ressources pour atteindre dans un temps plus court les objectifs que nous nous sommes assignés. Il faut également assurer à tous un accès
à l'éducation de base de qualité. C'est dramatique de voir les enfants, lundi, mardi, mercredi, de 8 heures à parfois 1 heure du matin, des enfants traînés dans les rues. Ce n'est pas normal. 1,5 million enfants hors du système. C'est une catastrophe. Sans compter la question des déclarations de naissance. Un enfant qui va jusqu'au CM2, qui n'a jamais été déclaré. Nous tous, nous le vivons. Vous mettez 2 millions pour avoir une femme, vous mettez 3 millions pour le baptême, vous ne pouvez pas mettre 600 francs pour déclarer donc votre enfant. C'est dramatique. C'est une question que nous tous, nous devons prendre en charge. Pour que tous les enfants qui doivent aller à l'école et dans le cadre du donc, cycle fondamental, aillent à l'école et y restent au moins pendant 10 ans. Ça, c'est extrêmement important. Systématiser l'éducation aux valeurs. C'est vrai, nous sommes agressés de toutes parts. Français, Américains, Chinois, tout le monde pense, la plupart de nos enfants pensent que pour réussir, il faut aller aux États-Unis, pour réussir, il faut aller en France, pour réussir, il faut aller ailleurs. Donc, alors que dans notre lettre de politique générale, il est spécifié que l'école que nous sommes en train de construire, le citoyen que nous sommes en train de façonner dans l'école, c'est un citoyen qui doit être ancré dans ses valeurs. Évidemment ouvert à tout ce qui est positif à l'extérieur, mais ancré dans ses valeurs sociales, ses valeurs culturelles, ses valeurs religieuses. Et nous avons une école sénégalaise et africaine. Ça également, c'est très clair. Il y a dame que je vois qui tape, mais je pense que nous tous ici, nous avons été formés par cette école-là. Je ne crois pas que je suis français. Je ne crois pas que Cheikh Mbow est américain. Je ne le crois pas. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, après ces 5 priorités, notre programme de gouvernance, c'est le paquet. Le paquet, c'est ce qu'on appelle l'accès. C'est garantir l'accès. C'est la gestion transparente et équitable. Mais également, c'est assurer une qualité des enseignements apprentissages. Le président de la République a fait organiser les assises de l'éducation et de la formation. Nous connaissons, Abdou bonjour. Voilà, bonjour. Nous connaissons la maladie de l'école sénégalaise. Et lorsque vous acceptez que vous êtes malade, vous êtes à moitié guéri. Le diagnostic, mais il est vite fait. Ce que le secrétaire général Ndoye a dit, ce que les élèves ont dit, les parents d'élèves ont dit, l'administration a dit, nous le constatons, nous tous, dans les établissements. Nous le constatons, nous tous. Mais la responsabilité, elle est partagée. Puisque, pendant un certain moment, l'État a recruté un grand nombre d'enseignants qui n'ont pas été bien formés ou qui ont été peu formés. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Nous partageons avec les partenaires syndicaux les perturbations. Pendant des années, c'est des grèves cycliques. Parce qu'à l'attention des enfants, nous, en 1988, on a connu une année blanche.
En 1994, à l'université, on a connu une année invalide. Donc, cette responsabilité-là, nous la partageons avec les partenaires syndicaux. Ce serait trop facile de dire que ce sont les enseignants qui font la grève. C'est vrai aussi que s'il n'y avait pas de problème chez les enseignants, il n'y aurait pas de grève. Donc, oui. Donc, sur les interpellations, les questions d'accès, nous construisons des lycées, nous construisons des collèges, nous construisons des écoles élémentaires, 340 élémentaires. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup d'écoles qu'il faut réhabiliter. Mais parfois, je me pose des questions. Parce que il y a des problèmes, parfois, qui peuvent être pris en charge par l'établissement. Moi, j'ai été dans un établissement, nous avons pris un peu de notre budget et de la cotisation des parents d'élèves pour faire une classe, pour refaire des toilettes. Parfois, des autorités donc refont totalement des écoles, construisent des écoles ou refont des toilettes. Parce qu'il ne faut pas que je reste là et pour dire que l'État peut tout faire, que l'État va tout faire. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair. Nous avons un pays avec un budget que tout le monde connaît. Et parfois même, nous ne parvenons pas à entrer dans les recettes escomptées, donc prévisionnelles, par rapport au budget voté. Nous avons ces difficultés-là, il faut qu'on l'accepte. Sur les questions de formation, il appelle de formation des enseignants. Aujourd'hui, pour être enseignant dans le cycle préscolaire et élémentaire, le niveau est le bac. Avant 2012, c'était le minimum requis, c'était le BFM. Aujourd'hui, c'est le bac. Vous ne pouvez plus être enseignant sans être formé. Ou bien c'est au CRFP, les anciens EFI, ou bien c'est à la FASTEF, si on est professeur. Ça, cette hémorragie-là, on l'a arrêté. Sans compter les politiques de formation continue. La semaine prochaine, la FASTEF va recevoir 200 professeurs, donc au titre de mise en position de stage. Sans compter les enseignants qui ont été pris dans le système et qui n'ont pas été bien formés, aujourd'hui, nous les prenons en charge dans le cadre de la formation continue. Donc, c'est dire que dans quelques années, il n'y aura plus d'enseignants non formés dans le système. Puisque, à part quelques disciplines, comme la philo, les mathématiques, ou parfois l'espagnol, où nous avons des difficultés, sur toutes les disciplines, il n'y a plus de vacataires. Comment s'organise le système d'évaluation à ce niveau, le système d'évaluation des enseignants? Oui, par exemple, si vous êtes dans un CRFP, vous devez être instructeur, il y a un concours de recrutement. Si vous réussissez, vous faites 9 mois dans un CRFP, quand vous sortez, vous avez un certificat de fin de stage. Donc, qui vous fait, cet enseignant-là, donc, ne va plus faire les épreuves théoriques du CAP. Ou bien, quand vous êtes à la FASTEF, vous suivez également un examen, ou bien vous avez le KSCM, ou bien le KM, ça c'est les enseignants dans les collèges, ou bien le KS pour ceux qui enseignent dans les lycées. Donc, alors, oui. 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 Donc, Diagne, on reviendra à vous tout à l'heure. Peut-être terminer un peu rapidement, oui. Sur les abris provisoires. Oui, les abris, oui, ça a été posé. Oui. Donc, nous reconnaissons, en arrivant, on avait plus de 8000 abris provisoires. Aujourd'hui, nous en sommes à 6000 et quelques. Ce n'est pas normal. Mais un programme a été établi. D'ici 2-3 ans, nous allons résoudre le gap et il n'y aura plus. Mais qu'est-ce qui fait que vous mettez du temps pour mettre fin à ces abris provisoires? Qu'est-ce qui l'explique?
c'est d'abord une question de financement. Donc il fallait monter des projets, il fallait travailler pour trouver des bailleurs. Nous avons trouvé les bailleurs. Évidemment, nous avons les financements des 3 lots. Le premier lot a démarré, mais vous savez, les constructions, c'est des études de faisabilité, c'est des montages financiers avant la faisabilité. Voilà un peu pour les abris provisoires.